Alors justement, ça me permet d'enchaîner sur les lipides, parce que c'est quand même votre grande spécialité. Ah ouais. Monsieur Régime, vous disiez récemment à Aymeric Caron justement que les lipides c'est le grand problème, les graisses saturées. Or le lait contient beaucoup de graisses saturées. Alors comment vous expliquez que votre régime, la partie végétarienne de votre régime, parce que vous proposez ça, propose de surconsommer des laitages et des œufs? Alors il y a deux choses. D'abord, quand on parle des protéines d'origine laitière, dans les produits laitiers, vous avez deux catégories. Vous avez la catégorie des fromages et la catégorie des produits laitiers. Le taux de matière grasse des fromages, il est en moyenne, grosso modo, de 30 à 31%. C'est la moyenne. C'est la grande moyenne des fromages qui sont consommés. Le taux de matière grasse des produits laitiers, en général, il n'excède pas le prix, la valeur en matière grasse du lait entier, c'est-à-dire grosso modo 4,2 grammes. Donc ça veut dire que la quantité de matière grasse ingérée est relativement faible par rapport aux quantités de fromage. Donc s'il y a des produits qui sont amenés à être stigmatisés dans les années à venir, ça sera, bien que les lobbies s'en défendent, ça sera probablement la viande et le fromage. En ce qui concerne les produits laitiers, c'est une façon de récupérer les caractéristiques du lait, pas seulement les protéines, c'est tous les composés bioactifs du lait, et donc ça permet d'éviter de consommer du fromage. Mais moi, de mon opinion, dans toute la littérature, cette fois-ci que j'ai lue, si on veut vivre vieux, aujourd'hui, et relativement en bonne santé, il y a deux règles, les deux plus grosses qui fonctionnent. Ne mangez pas beaucoup et ne mangez pas beaucoup de graisse. Et ça suffit. Et de tout ce que j'ai lu, ma religion, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas la peine de vous encombrer la tête avec des millions de trucs parce qu'on est incapable de gérer son alimentation au micromètre près. Donc, mangez peu de graisse et tout ce que j'ai lu me montre que ça provoque une diminution des maladies cardiovasculaires, provoque une diminution des cancers, ça provoque une diminution du poids, voilà. Donc c'est ça que j'ai retenu. Donc je pense que le grand combat aujourd'hui, c'est un, les matières grasses, et deux, la qualité des matières grasses. Et je regrette d'ailleurs qu'on ait fait l'apologie de l'huile d'olive, parce que quand je regarde vraiment les taux de composition des acides gras de l'huile d'olive, je pense que c'est pas l'huile la plus noble. C'est pas vrai. L'huile la plus noble, ça reste l'huile de colza, suivie par l'huile de noix, l'huile de noisette. Et l'huile d'olive n'est pas si bien placée que ça dans l'échelle de toutes les huiles. Mais, vous savez, le marketing, il a tout envahi. Donc, c'est-à-dire l'huile d'olive, l'Italie, et les machins, et machins. Et avec très peu d'huile dans une journée, ou très peu de matière grasse, il faut, à mon avis, l'équivalent d'une cuillère à café d'huile dans la journée pour arriver à avoir suffisamment d'oméga 3, d'oméga 6, et quand même faire vivre correctement quelqu'un. Alors, docteur Bernard Pelé, il y a effectivement aussi des lipides dans le règne végétal. Donc comment, qu'est-ce qui apporte ou n'apporte pas le régime végétalien sur la partie lipides? Il n'y a vraiment aucun souci au niveau des lipides dans notre alimentation végétarienne ou végétalienne. Même ce qui est intéressant, lorsqu'on analyse les menus des végétariens ou des végétaliens, globalement, ils sont plus proches de recommandations officielles que les omnivores, parce qu'ils mangent moins de graisses saturées. Il y a le groupe alimentaire qui est riche en lipides dans une alimentation végétalienne, ce sont les oléagineux, donc noix, noisettes, amandes, pistaches, les graines aussi, graines de lin, graines de sésame, etc. Parce que globalement, les groupes alimentaires que consomment les végétaliens sont pauvres, très pauvres en lipides. Dans les légumes, quasiment pas de lipides, dans les céréales, quasiment pas de lipides, dans les légumineuses, pareil, quasiment pas de lipides. Dans les fruits, il y a des traces de lipides, mais c'est marginal. C'est vraiment dans les oléagineux qu'on trouve alors, c'est parce qu'on est carencé. Juste, je vous rappelle quand même que les premiers hommes, l'homme préhistorique, il avait des oméga 3. Parce que quand vous prenez une feuille, par exemple, et que l'eau glisse sur la feuille, c'est simplement parce que vous avez un film lipidique. Et ce film lipidique, dans les végétaux, ce sont des oméga 3. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas croire que les oméga 3, c'est une invention qui date d'il y a 5 ans. L'homme préhistorique mangeait déjà des oméga 3. Alors aujourd'hui, on est tous carencés en oméga 3. Non, je ne pense pas du tout. Pas du tout. C'est plus subtil que ça, c'est pas qu'on est carencé en oméga 3, on en consomme suffisamment. Ce qui pose problème, c'est le ratio oméga 6 oméga 3. En fait, dans nos civilisations occidentales, on consomme trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et on oriente le métabolisme dans un sens plutôt pro-inflammatoire. Les oméga 3 sont des précurseurs pour fabriquer des hormones qui ont plutôt un effet anti-inflammatoire, alors que les oméga 6 sont des précurseurs pour fabriquer des hormones qui ont un effet plutôt pro-inflammatoire. Clairement, le métabolisme chez les Occidentaux est plutôt orienté dans le sens pro-inflammatoire. En fait, il y a une erreur qui a été faite après la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'on a promu l'huile de tournesol
Et on a dit que l'huile de colza était mauvaise, alors qu'il aurait fallu faire l'inverse, il aurait fallu promouvoir l'huile de colza et ne pas encourager l'huile de tournesol. Non, en fait, chaque huile, on peut dire, moi je dirais, et ça c'est vraiment un thème que je connais très bien, on peut dire que les huiles, elles servent différemment selon leur usage. Oui, c'est-à-dire les huiles d'assaisonnement et les huiles de friture. Alors l'huile de tournesol reste une huile intéressante pour la friture quand même, parce qu'elle a une capacité de dégradation qui n'est pas la même. Par contre, l'huile d'assaisonnement, bah oui, la palme, c'est l'huile de colza. Juste pour la friture, c'est-à-dire que c'est mieux par exemple que le beurre. Voilà, ah bah oui, complètement. Voilà. Mais dans les huiles de cuisson, il y a des huiles qui sont extrêmement positives. Bon, alors l'huile de tournesol fait partie des huiles positives, l'huile de soja est une catastrophe, mais à l'inverse, quand vous regardez pour les huiles d'assaisonnement, l'huile de sésame, là, les oléagineux que vous avez cités, sésame, noix, noisettes, etc., sont vraiment de très très bonnes huiles. Et effectivement, on n'est pas du tout menacé. Cette histoire d'oméga 3 et d'oméga 6, c'est vraiment ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport qui est très important. Sinon, on peut très bien, avec une cuillère à café d'huile, avoir toute sa ration d'oméga 3. En France, on considère qu'on a besoin d'1,8 g, 1,6 à 1,8 g d'oméga 3. En Angleterre, on considère que c'est 2,4 g. Donc vous voyez qu'il y a quand même toujours des zones d'imprécision là-dedans. Alors on va passer à la question des carences, puisque c'est un gros sujet tarte à la crème végétale, bien sûr, du régime végétarien-végétalien. Donc les carences, Dr Cohen, vous parliez notamment des carences en fer, en calcium, oui. Et aussi ce qui est important, c'est la vitamine B12. Ouais. Donc sur le fer et le calcium, vous aviez une position très tranchée, vous avez toujours une position très tranchée, notamment en ce qui concerne certaines catégories de population. Alors, quel est le problème en fait sur le problème, c'est que si vous voulez, d'abord, il y a une règle générale, cette règle générale elle est moyennée. Ça veut dire que vous aurez toujours un contre-exemple de quelque chose. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous dire « je suis végétalien » ou « mon enfant est végétalien et on va vivre jusqu'à 90 ans » ou « on est en super bonne santé », etc. Il y a toujours. Mais moyennement, on sait que les 3-4 carences qui menacent un végétalien sont le fer, le zinc, la vitamine B12 et un peu l'acide folique. À partir du moment où vous privez un enfant de ce type de produit, c'est les exemples que j'ai vus notamment, je crois qu'un monsieur m'avait interpellé sur le web, oui effectivement au Mexique, par carence alimentaire, mais aussi parce qu'il n'y avait que des végétaux à consommer, vous risquez des maladies graves, dont notamment un syndrome cérébelleux. On s'est rendu compte que les carences en zinc entraînaient des syndromes cérébelleux, ça veut dire paralysie complète et un état végétatif. Donc non, je refuse d'accepter qu'on mette un enfant à un régime végétal. Après, c'est du domaine de la liberté de chacun. Ça veut dire qu'une fois que vous avez atteint l'âge de choisir vous-même, c'est comme le reste. C'est-à-dire vous pouvez vous tatouer, vous pouvez mettre je sais pas quoi, un piercing, c'est votre choix personnel, vous en faites ce que vous voulez. On n'est pas là pour imposer aux gens, on est là pour dire voilà ce que nous savons à un temps donné. Et je suis modeste quand je dis à un temps donné, je ne sais pas si ça ne va pas évoluer. Quoi. Alors, docteur Bernard Pellet, sur la question du fer, déjà... Là, il est bouillant, là. Ouais, la parole est à vous. Donc, est-ce qu'il y a plus d'anémie en fer chez les végétariens, végétaliens que chez les omnivores? La réponse est extrêmement simple. En fait, il y a 20% de carence en fer dans la population générale chez les femmes. Voilà. Ouais. C'est un problème qui est spécifique aux femmes. C'est assez ironique de constater qu'dans une société où on mange de la viande 2 fois par jour, 3 fois par jour, il y a quand même 20% de carence en fer. C'est quand même incroyable. Donc si la viande était si efficace que ça pour prévenir la carence en fer, pourquoi il y a autant de carence en fer dans notre société? On peut se le demander. Et le jaune d'œuf. Alors, est-ce que le fer est disponible pareil dans la viande que dans les végétaux? Non, voilà. Alors, c'est-à-dire que le fer qui est présent dans les produits d'origine animale, c'est ce qu'on appelle ça du fer héminique, qui est mieux absorbé. On dit qu'il est plus biodisponible, mais il y a un inconvénient. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un effet pro-oxydant qui peut favoriser les cancers, notamment le cancer du côlon. Ce qui est absolument net, c'est qu'il y a nettement moins de cancer du côlon chez les végétariens et végétaliens que chez les omnivores. J'aimerais revenir sur la question des enfants. Évidemment, de 0 à 6 mois, il faut donner un lait maternisé à votre enfant. Si vous faites l'erreur de donner un lait non maternisé, qu'il soit animal ou végétal, évidemment, ça ne va pas aller. Super. Donc ça existe le lait maternisé végétal? Tout à fait. Il y a des on recompose du lait de façon synthétique qui ressemble au lait de la femme, c'est tout, voilà. Mais végétal, 100% végétal. Végétal, il est synthétique, donc il n'est ni végétal ni animal, c'est du lait qui a les mêmes caractéristiques qu'un lait animal, point barre, il est même meilleur. Donc voilà, super, moi ça me va très bien, moi. Mais dedans, parce que non, il y a quand même des protéines. On rajoute des choses. Mais les protéines d'où elles viennent, d'après vous?
Vous croyez qu'on met des protéines végétales dans les maternisés? On prend des micro-constituants des protéines, c'est-à-dire qu'on peut acheter de la caséine, on achète juste la caséine et on la mélange à d'autres substances. On peut acheter de la lactalbumine, voilà, et on les mélange à d'autres substances. Donc moi, ça me va très bien ça. Quand on dit végétalien chez les enfants, je croyais qu'on disait les enfants ne vont pas avoir de produits de type lacté, maternisé ou autre. Là, excusez-moi, mais c'est juste une boule d'angoisse. Je pense qu'il faut vraiment encourager les femmes, qu'elles soient toutes catégories, omnivores, végétales, à allaiter. Voilà, il faut allaiter. Si la femme ne souhaite pas ou ne veut pas allaiter, à ce moment-là, il faut utiliser des laits spéciaux qui imitent le lait maternel. Et on peut utiliser une base animale ou végétale, c'est équivalent, les deux marchent très bien. Et le fait de dire qu'on ne peut pas nourrir un enfant de 0 à 6 mois avec un lait végétal maternisé, c'est faux. Aux États-Unis, 20% des parts de marché des laits maternisés, c'est fait avec du lait de soja. Et la Société américaine de pédiatrie. C'est pas du lait de soja, d'abord ça n'existe pas, le lait de soja, c'est du jus de soja. Donc le lait est un tissu, ce n'est pas seulement un liquide, c'est un tissu. Donc l'appellation lait de soja est vraiment une arnaque formidable. C'est du jus de soja, point barre, qui a des caractéristiques protéiques qui se rapprochent de la quantité de protéines contenues dans le lait. Moi, à partir du moment où on me dit qu'un gosse, il a suffisamment de protéines de bonne qualité biologique, et vous dites, il faut compenser, par exemple, en fer, super. Mais moi, ce qui me pose comme interrogation, c'est pourquoi vous faites tout ça? C'est-à-dire, c'est un casse-tête. C'est-à-dire, vous êtes en train de compliquer votre vie. Et là, attention, mon petit, je vais te donner ton comprimé de fer. C'est déjà assez compliqué de vivre. Alors, c'est un casse-tête parce que la société peut être globale. Mais pourquoi vous voulez l'imposer à votre enfant? Laissez-le choisir quand il sera grand. Alors, il n'a jamais été question de poser. Il a justement été question de laisser le choix. Or, actuellement, comme il n'y a pas d'information de qualité sur le végétarisme et le végétalisme, surtout le végétalisme, les gens n'ont pas vraiment le choix. On leur impose un peu quand même la consommation de viande, de produits laitiers, parce qu'il n'y a pas les informations qui permettraient de faire un choix réellement éclairé. Alors juste voilà, sur les carences, quand même, Dr Cohen, vous avez parlé spécifiquement du fer et du calcium, en disant que le fer, donc les enfants végétaliens, il n'y en avait pas assez, donc ils seraient donc petits, et pas assez de calcium. Alors ça s'appelle, en médecine, on appelle ça le nanisme, c'est le fait de ne pas grandir, et le crétinisme, ça veut dire avoir des altérations cérébrales liées à des carences nutritionnelles. Donc je maintiens qu'un enfant qui a des carences en fer peut être atteint de crétinisme, et qu'un enfant qui a des carences en calcium peut être atteint de nanisme. Quand je dis les bêtes et petits, c'est juste pour me marrer et pour simplifier, ça n'a rien à voir avec la vérité scientifique. Ça n'a pas trop fait marrer la communauté. Ça n'a pas fait rigoler parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'humour. Excusez-moi, mais ils n'ont pas beaucoup d'humour. C'est quand même une... Non mais excusez-moi, ça va, on peut rigoler quand même. Oh, oui, mais pas... c'est assez quand même compliqué à digérer quand on est... à digérer. Voilà. Non, mais donc ça, c'est les deux caractéristiques. Maintenant, quand vous parlez du calcium, et vous avez évoqué le lait, je voudrais vous dire que j'entends beaucoup de choses sur le lait. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé justement récemment. Est-ce qu'on a raconté aux gens que le lait protégeait les femmes du cancer du côlon? Personne ne l'a raconté. On dit que ça donne aux hommes le cancer de la prostate, mais personne n'a été expliqué que statistiquement, les femmes qui mangent du lait ont moins de cancer du côlon que les autres. Et que pour le cancer de la prostate, le problème, c'était que quelqu'un qui mange plus de 1,5 g de calcium par jour a un risque supérieur de cancer de la prostate. Donc, ce n'était pas simplement symbolique du lait, c'était en relation avec le calcium. Voilà. Donc, je ne veux pas qu'on donne que des arguments négatifs, je veux qu'on dise aussi les effets positifs de certains aliments. Et vous avez parlé du fer tout à l'heure. Ben, oui, les végétariens n'ont pas de problème parce qu'en dehors du lait, s'ils le mangent, ils ont aussi du jaune d'œuf. Et dans le jaune d'œuf, il y a des substances extrêmement intéressantes. Voilà. Mais donc, alors, justement, on revient sur les œufs. Bon, là, on part un peu tous les autres. J'aimerais quand même revenir sur la question des carences que je n'ai pas pu traiter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des façons très différentes de s'alimenter. Par exemple, pendant les millénaires, les Africains et les Asiatiques n'ont jamais bu une seule goutte de lait, et pourtant ils ont été en très bonne santé, avec des taux d'ostéoporose et de fractures très bas. Mais c'est faux. Les Asiatiques et la... Il y a 3 fois plus de fractures du col du fémur dans les pays asiatiques. Enfin, comment vous vivez sur des idées? Alors là, c'est pareil, vous regardez une étude qui montre ça, alors que l'ensemble des études montrent autre chose. Vous m'expliquez pourquoi les autorités sanitaires chinoises demandent une augmentation de la ration de produits laitiers dans leur pays? C'est un complot? C'est sous l'influence, c'est pas un complot, mais c'est sous l'influence. Il n'y a pas d'industrie laitière. Si, il y a Danone qui est très implanté maintenant. Mais pas du tout. Chine, mais bien sûr. Voilà. Alors on va juste laisser le docteur Bernard Pellet répondre sur la question des carences, qui est très importante. Oui, je vais d'abord répondre sur la question des carences. En fait, les carences ne sont pas les mêmes chez les omnivores et chez les végétaliens. En fait, c'est une idée fausse de penser qu'il n'y a pas de carences chez les omnivores. Si vous regardez les taux de vitamine C, les taux de vitamine B9, la consommation en fibres alimentaires, il faut regarder aussi la vitamine D. La vitamine D, par exemple, c'est une carence qui concerne toutes les communautés, que ce soit omnivores, végétariens, végétaliens. Simplement, le vrai problème des alimentations végétariennes et végétaliennes, c'est que c'est des alimentations qui sont minoritaires. Ce qui est minoritaire fait peur. Et comme c'est
petite minorité qui suit ce mode alimentaire, on a l'impression qu'on va avoir un tas de problèmes, qu'on va être carencé. Mais en fait, il n'y a pas forcément plus de problèmes, simplement, ce n'est pas les mêmes problèmes. Et par exemple, chez les végétariens et végétaliens, vous aurez moins de carences en vitamine C et en vitamine B9. Là, je pense que vous avez fait une erreur. Il y a 10% de carence en acide folique dans la population générale, et c'est toujours de 1 à 2% chez les végétaliens. Et là, c'est pareil, globalement, le végétalisme fait mieux. Alors c'est vrai qu'on peut monter en épingle quelques nutriments qui sont plus difficiles à trouver, dont le zinc, mais aussi on ne parle pas des nutriments plus difficiles à trouver dans une alimentation omnivore, que sont la vitamine C, les fibres alimentaires. Et donc, le seul truc, c'est que les omnivores, ils montent leur ration calorique plus rapidement que les autres, c'est pour ça. Et c'est en partie justement une des raisons pour lesquelles le végétarisme est intéressant en termes de santé. Mais si vous voulez mon avis, parce que vous avez parlé du futur, il y en aura de plus en plus des végétariens et des végétaliens. J'en suis presque persuadé. Donc vous ne serez pas une minorité très très longtemps. Bah, ça, c'est juste une question d'approvisionnement, peut-être en Non, pas seulement. Voilà, je pense que c'est une montée des consciences, une montée des... Il y a beaucoup de facteurs qui vont s'imbriquer. On va juste laisser la parole à Ensuite, il faut absolument que je réagisse sur les produits laitiers. On a un gros problème en France, on a un gros problème en Occident, et même on a un gros problème dans le monde. C'est vraiment la surpuissance de l'industrie agroalimentaire, notamment la surpuissance de l'industrie agroalimentaire liée à des multinationales comme Danone ou Nestlé. L'un des problèmes fondamentaux qu'on a en nutrition en France, ce sont les conflits d'intérêts. Les nutritionnistes ont énormément... C'est pas que français, les Américains c'est pareil, en Angleterre c'est pareil, dans pratiquement tous les pays occidentaux, la plupart des nutritionnistes qui s'expriment dans les médias, qui sont chefs de service, ils ont des conflits d'intérêts. Il y a un énorme biais en faveur des produits laitiers. Alors, c'est pas contre vous. Bon, il se trouve que vous avez un partenariat avec Danone. Bon, voilà. Non, vous vous trompez. Danone a payé un site contre le cholestérol. Je ne travaille pas pour les marques. Mais je ne travaille pas pour les marques. Vous ne m'avez jamais vu dire le nom d'une marque que je promeux et je n'encaisse pas d'argent d'eux. Non, j'y tiens beaucoup, ça. Bon, en tout cas, vous êtes associé avec Danone. Oui, je défends le lait. Oui, je défends le lait. Donc, vous défendez. Moi, je ne sais pas tout nutrition, mais j'ai un avantage, c'est qu'en fait, je ne suis lié à aucun industriel, y compris avec aucun industriel végétal. Voilà. Je n'ai aucun contrat, j'ai zéro contrat. Voilà. Sur les Quelles sont les carences que peuvent avoir plutôt les végétaliens? Voilà, s'il y a une seule chose à savoir, c'est vraiment une chose importante chez les végétaliens, c'est la vitamine B12. La vitamine B12, c'est le seul nutriment qu'il est pratiquement impossible de trouver dans une alimentation végétalienne. S'il y avait un message à faire passer, c'est que si vous êtes végétalien, supplémentez-vous en vitamine B12, prenez une ampoule de vitamine B12 par semaine, et c'est bon. Et vous ferez aussi bien que les omnivores très facilement. Vous n'aurez pas d'accident grave. Si on regarde dans la littérature, parce qu'il faut être honnête sur le point scientifique, oui, c'est vrai, parfois, c'est monté en épingle, il peut y avoir des accidents chez les enfants végétaliens. À chaque fois, c'est toujours la même histoire. Ce sont des cas de carence en vitamine B12. Je vais répondre juste un truc parce que je me suis questionné sur cette théorie du complot des industries. C'est pas un complot, ils font du marketing, il ne faut pas se tromper, ils sont là pour vendre. S'ils avaient le pouvoir de nous faire manger que leurs produits, ils le feraient. Mais il y a un équilibre qui s'est à peu près constitué. Le budget du programme national nutrition santé, pour nous, est très imparfait, c'est 50 millions d'euros. Le budget publicitaire de l'industrie agroalimentaire, rien qu'en France, c'est 1 milliard d'euros. Ah ouais, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'influence. Je suis d'accord. Il n'y a pas de publicité. En fait, le problème qu'on a en France, c'est que les experts sont juges et partis. À la fois, ils donnent des recommandations nutritionnelles, et il y a un biais énorme en faveur des produits laitiers. Je crois pas à ça. Et on pousse vraiment à la surconsommation des produits laitiers en Occident de manière absolument délirante. On peut très bien vivre sans produits laitiers. Moi-même, je suis végétalien. Moi-même, je ne consomme pas. Mais arrêtez, vous dites, ils ont poussé à la consommation des fruits et des légumes. On ne peut pas faire plus de pub que ce qui a été fait pour les fruits et des légumes. Donc vous êtes en train de dire qu'ils poussent à la consommation des produits laitiers, alors que le message qu'on a le plus entendu depuis 2 ans, c'était manger 5 fruits et légumes par jour minimum. Donc, alors c'est les lobbies du végétal là qui nous influencent et qui nous ont fait manger des végétaux. Non, parce qu'en fait, ils ont été achetés alors. Non, ils sont très intelligents. Et ceux-là sont intelligents, les autres sont bêtes. Les industriels sont très intelligents. Ils savent que pour être cru, pour être crédible, il faut allier le vrai et le faux. Donc on va pouvoir parler rapidement des cas particuliers que vous nommez, à savoir les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades. D'après vous, d'après ce que vous dites, donc ces personnes-là ne peuvent pas être végétaliennes. Je ne suis pas aussi péremptoire que ça. Moi je suis un apôtre de la tolérance et de la liberté. Ça veut dire que quand je dis des choses, je les assume, mais j'interdis rien à personne. Je dis simplement qu'avant... C'est plus risqué.
avant l'âge de 6 ans, je déconseille et je critique vertement tous ceux qui donneront une alimentation végétalienne, sauf à dire ce que dit mon sympathique confrère, c'est à supplémenter, mais je trouve que pourquoi se gâcher la vie, mais vivez comme vous avez envie, voilà. Mais quand on me pose une question en me disant qu'est-ce que vous en pensez, je dis non, je ne donnerai pas à manger à un enfant végétalien parce que je lui fais courir un risque sur sa croissance et sur son développement cérébral. Je ferai très attention à une dénutrition protéique chez un vieillard, donc je ne prendrai pas le risque, mais ça ne veut pas dire que je suis un amateur de la viande, je m'en fous de la viande. J'aime pas ça perso, j'aime pas ça. Donc, mais j'adore le poisson, j'adore le fromage, j'adore les œufs, voilà. Non, mais les goûts de chacun après. Voilà, c'est ça. Sauf que je ne peux pas dire que je recommande ce type d'alimentation parce qu'après, je suis désolé, même si ça ne vous plaît pas qu'on en parle, nous avons une position, on est omnivore. Et ça, c'est ce que je reproche à l'écologie aujourd'hui. On appartient à notre environnement et on finira par nourrir les asticots. Donc ça veut dire qu'on est un produit intégrant de notre environnement. Donc ça veut dire que pour le moment, aujourd'hui, j'ai peu de chances de comprendre pourquoi, pour quelles raisons philosophiques ou biologiques, je deviendrai végétalien. Par contre, peut-être qu'un jour vous me trouverez végétarien. Je trouve que l'idée de manger des œufs, du lait et des végétaux, ça me va assez bien. Donc ça va. Alors, docteur Bernard-Pelé. Les bonnes habitudes alimentaires se prennent dans l'enfance. Une fois qu'on a pris des habitudes alimentaires dans l'enfance, après c'est difficile d'en changer. À partir du moment où l'alimentation végétalienne a fait la preuve de son efficacité pour allonger l'espérance de vie, et à partir du moment où l'ensemble de la littérature scientifique dit qu'il est tout à fait possible d'être végétalien lorsqu'on est un enfant, lorsqu'on est une femme enceinte, également lorsqu'on est un vieillard, moi je suis pour la liberté de choisir son alimentation. Donc les gens qui veulent boire des produits laitiers, qui boivent des produits laitiers, mais les gens qui veulent devenir végétaliens, qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse devenir végétaliens, qu'ils soient femmes enceintes, enfants ou vieillards. On est dans une culture où on mange surtout de la viande, mais si on veut consommer de façon végétalienne, c'est tout à fait possible, il n'y a absolument aucun problème. Je voudrais juste vous rappeler une phrase, ça va vous faire rigoler. Mon vieux patron Apfelbaum disait toujours: les gens cherchent toujours à nous faire éviter la croûte de pain parce qu'elle donne le cancer, les produits laitiers ou les fromages parce qu'il y a des organismes vivants à l'intérieur. Alors c'est vrai que si on fait tout ça, on va vivre plus longtemps, mais ça risque d'être super chiant. Et c'est un peu ma position, ça veut dire que la maîtrise, souvent dans notre discours, que ce soit le vôtre ou le mien, on retient cette notion de longévité, d'augmentation de l'espérance de vie. Quelque part, moi je crois qu'il y a la 5e cause de mort, ce sont les accidents, statistiquement. Donc on ne peut pas vraiment tout éviter juste en maîtrisant son propre comportement. C'est en ça que je voulais faire comprendre que dans cette prise de possession de la nourriture, quelque part on essaye d'arbitrer, enfin, de se rendre maître de notre destin. Moi je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Justement, j'aimerais parler de plaisir et de diversité alimentaire. Oui, en fait, l'évolution, contrairement à ce qu'on a l'impression, en fait, il y a un appauvrissement de la diversité alimentaire. On mange une plus grande diversité de produits transformés, mais une moins grande diversité de produits non transformés. Avant, on pouvait manger 10-15 céréales différentes. Qui mange du blé noir actuellement, qui mange de l'épeautre, on mange peut-être encore un peu de quinoa. On mange quasiment plus que du riz, du blé, du maïs. Avant, on mangeait beaucoup plus de légumineuses, les légumineuses ont quasiment disparu. Il est intéressant de constater que parmi les végétaliens que j'ai en consultation, c'est eux qui ont la plus grande diversité alimentaire. Parce que les végétaliens s'intéressent à la nutrition. Actuellement, il y a une véritable gastronomie végétalienne qui est en train de se développer. Et on est capable de faire des plats végétaliens extrêmement savoureux, variés, en utilisant des épices. Ça m'intéresse, parce que là, c'est bien parce qu'on finit sur un point d'accord, l'industrialisation de l'alimentation, elle arrive à la confusion des goûts. Parce que finalement, on laisse que des traces de goût, et ça, c'est pas une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que j'ai regardé la notion d'amour, de goût et de nourriture. Et j'ai cherché à comprendre comment se fabriquait le goût de quelqu'un. Et l'article le plus intelligent que j'ai trouvé, c'est un article qui expliquait que les goûts se forment aussi au travers de la routine et de l'habitude. En fait, quand on forme une routine alimentaire, et si on assure une diversification, ce que tu dis là à l'instant, effectivement, on va trouver du goût aux choses. Et c'est vrai que de temps en temps, quand tu fais une assiette végétale, ça m'est arrivé d'en consommer, et qu'il y a beaucoup de produits qui sont assaisonnés, etc., c'est vachement sympa. Je suis d'accord. Voilà. Tu vois, donc peut-être qu'un jour, tu me verras en train de manger. On a ici un exemple d'assiette vachement sympa, préparé par le restaurant Soya. Je voulais juste conclure ce débat sur l'éducation nutritionnelle en quelques mots. On a l'impression que c'est quand même un gros manque global et que les végétaliens et végétariens sont quand même des gens qui sont globalement plus éduqués sur la nutrition. Oui. Donc peut-être qu'il y a un manque aussi au niveau global d'éducation là-dessus et de pouvoir faire son choix. L'éducation nutritionnelle, je crois que c'est un bien général. Alors
Pour les végétariens et végétariens, absolument d'accord. La nutrition, c'est pas facile. C'est pas facile pour monsieur tout le monde, c'est pas facile pour les médecins. Malheureusement, les médecins généralistes ont peu d'éducation en nutrition. Il n'y a pas besoin d'être plus spécialiste en nutrition quand on est végétarien ou végétalien que omnivore. Tout le monde a besoin en fait d'avoir des connaissances en nutrition pour bien s'alimenter. Juste un truc pour les végétaliens et végétariens, ceux qui regarderont ça. Justement, je pense que la façon de mieux faire se comprendre, c'est d'expliquer et c'est sûrement pas de se renfermer ou d'agresser. C'est parler. Je veux dire, il n'y a pas que des gens qui sont pas à l'écoute. Et en acceptant de venir à ce débat, moi j'ai l'impression de faire une œuvre d'intérêt. Ça veut dire, ben voilà, je viens discuter avec vous, vous n'êtes pas mes ennemis. Je débat, je m'explique, je pense, peut-être que j'ai appris des choses. Il y a des choses que vous avez dites qui m'ont intéressé. Voilà, j'espère que j'ai dit. Voilà. C'est comme ça, et c'est peut-être comme ça, justement, moi je suis pour l'harmonie. Très bien. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Et on va déguster ça ensemble. Merci beaucoup. 隠し事するか？